15 heures, c'est l'heure de votre journal, madame, monsieur, bienvenue. Tout de suite, voici les titres de cette édition. L'ambassadeur donc des États-Unis à Djibouti livre un discours pour un avenir pacifique et prospère. Et Djibouti affirme sa puissance maritime. Les détails dans un instant. Et cet accord à Gaza, accord de trêve humanitaire soutenu par le président palestinien, le Qatar et l'Égypte. La République de Djibouti affirme l'importance du maintien de la paix au Conseil de sécurité de l'ONU. La paix est une condition préalable au développement. C'est ce qu'a affirmé le représentant de Djibouti auprès des Nations Unies et ambassadeur aux États-Unis, Mohamed Ziad Douale, lors d'un débat du Conseil de sécurité tenu le 20 novembre. Les détails dans cette séquence. Au début, permettez-moi d'exprimer la profonde gratitude de Djibouti envers la Chine, présidente du Conseil, pour avoir convoqué ce débat ouvert sur un thème vital. Nous tenons également à remercier les intervenants pour les contributions. Elles contribuent grandement à approfondir notre compréhension des liens entre la paix, la sécurité et le développement. Leur analyse et leurs idées aideront sans aucun doute à orienter les actions des États membres des Nations Unies dans leurs efforts pour relever ces défis. Paul Collier, l'éminent économiste, un jour affirme de manière célèbre: la guerre retarde le développement, mais inverse le développement retardé la guerre. Soulignons ainsi la proposition principale, selon laquelle le développement est central pour les perspectives de prévention et de réduction des conflits. Selon certaines estimations, les conflits coûtent en moyenne 30 années de croissance du PIB, et les pays en crise prolongent lutte avec des niveaux extrêmes de pauvreté. Outre le coût évident en termes de destruction des infrastructures, de pertes de vie, de dépassements massifs, des crises des réfugiés, des sociétés déchirées, qu'elle génère son impact dévastateur à long terme sur une jeunesse non éduquée ou à la soi-disant génération perdue, comme le notent les experts, les complexités créées, les militarisations de la politique sont tout aussi significatives. Nous sommes donc d'accord avec le secrétaire général pour dire que le développement durable est finalement la solution pour aborder de manière exhaustive les moteurs multidimensionnels de la violence et de l'insécurité. Nous soutenons le renforcement de la commission de consolidation de la paix, du Fonds de la paix. Ils peuvent aider à mettre en œuvre des programmes complets qui favorisent une gouvernance inclusive, la justice, la réconciliation complète et qui favorisent et abordent les causes profondes des conflits et de la violence. Ils sont cruciaux pour soutenir les pays post-conflit, reconstruire les institutions, les infrastructures, les services sociaux, afin de garantir que les gains en matière de développement ne soient pas perdus. Dans cette ère de polycrisie, ainsi, pour éviter l'aggravation des tensions au sein des sociétés, les institutions multilatérales de développement devraient fournir un financement à grande échelle aux économies en difficulté dans le monde en développement et prendre des mesures pour apporter des changements dans le but ultime, établir un système financier international plus équitable. Nous appelons toutes les parties concernées à faire des efforts sérieux, significatifs et décisifs pour trouver une solution systématique à la crise de la dette. Il va dans la vie et de la mort. Un soutien maximal devrait être apporté aux pays vulnérables et fragiles alors qu'ils s'efforcent de renforcer l'État et de construire des institutions adaptées à leur mission. Si nous voulons construire un monde plus paisible, prospère, le Conseil de sécurité doit trouver des solutions. L'approfondissement, l'impasse, entraver son efficacité, son autorité et sa légitimité, avec des implications très négatives pour la paix et la sécurité dans de nombreuses parties du monde. Le Conseil devrait surveiller, exiger la mise en œuvre cohérente de ses résolutions. Trop de résolutions ne sont pas honorées. Les efforts de médiation sont sapés. Les perturbateurs sont déstabilisés et énergisés. En conséquence, trop de conflits restent non résolus et peuvent ressurgir de nouveau, émerger la guerre d'agression, se poursuivre, la menace terroriste, des métastases et nous faisons face à une épidémie de coups d'État, comme l'a souligné le secrétaire général sur le continent africain. Monsieur le Président, les opérations de maintien de la paix de l'ONU ont fait leurs preuves. Elles ont sauvé de nombreuses vies.
Mais en raison de la nature et du changement des conflits, ce qui est nécessaire maintenant dans de nombreuses situations, ce sont des opérations de maintien de la paix renforcées, des missions dotées d'un mandat robuste, financées par des contributions obligatoires, équipées de manière adéquate pour relever les défis de l'environnement hostile hors d'aujourd'hui, principalement en raison de la menace terroriste, alors que nous apprêtons à entamer des négociations sur un nouveau pacte pour l'avenir. Les décisions que nous prendrons aujourd'hui détermineront le futur que nous construirons collectivement. Construisons ensemble un élan vers un monde plus équitable, durable, pacifique et prospère. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, et le ministre saoudien des Transports et de la Logistique, Salah Ben Nasser Al-Jasser, ont co-présidé lundi donc, la réunion du Conseil d'affaires saoudo-djiboutien dans le cadre de la 5e session du comité mixte des deux pays. La cérémonie d'ouverture de la réunion qui s'est tenue à l'hôtel Kepensky s'est déroulée en présence du ministre des Transports et des Infrastructures, Hassan Hamad, du ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Oussama Diri, ainsi que le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Mohamed Ahmed Awale, le président de la Chambre de commerce, Youssef Moussad-Ouale, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubacar Omar Hadji, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diadine Saïd Bamaklama, et l'ambassadeur du serviteur des deux saintes mosquées à Djibouti, Faisal Ben Sultan Al-Rabani, ainsi que des hauts responsables et des dizaines d'hommes d'affaires ont également participé donc à cette séance des deux pays. Au cours de cette réunion, plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés, dont les relations fraternelles et la coopération conjointe entre Djibouti et l'Arabie Saoudite, ainsi que sur les voies et moyens de renforcer les échanges commerciaux et économiques entre les deux pays. À l'issue de la commission mixte ministérielle, les deux parties ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente dans le domaine des ressources animales, des services logistiques et les échanges d'informations entre les deux agences d'information. Le président de la Chambre de commerce, Youssef Moussad-Ouale, a prononcé un discours au début donc, de la réunion dans lequel il a souhaité la bienvenue à la délégation conduite par le ministre saoudien du Transport et de la Logistique. Des relations qui ont été cultivées au fil des années entre nos deux pays. Cela reflète aussi la force de nos liens économiques ancestrales, mais aussi les potentiels de croissance et de coopération futures. Je suis encore une fois ravi de souligner les récentes initiatives entreprises pour nos deux secteurs privés respectifs à la suite du Forum d'affaires saoudo-djiboutien d'avril 2017 qui s'est tenu ici. Un protocole d'accord et d'entente a été signé entre la Chambre de commerce de Djibouti et le Conseil des chambres de commerce et d'industrie de l'Arabie saoudite. De plus, le Conseil des affaires saoudo-djiboutiennes a été fondé. Et prenant la parole à son tour, le ministre djiboutien du Tourisme et du Commerce, Mohamed Oussama Diri, a exprimé sa satisfaction de participer à cette réunion, considérant le Royaume d'Arabie Saoudite comme un partenaire stratégique de notre pays. Nous l'écoutons. Ce forum qui se tient en marge de la commission mixte permettra certainement de hisser nos relations économiques vers une nouvelle dimension. Nos deux pays, comme vous le savez, partagent des similitudes économiques et géographiques sur la mer Rouge et la deuxième voie maritime la plus fréquentée au monde. Le souhait de partenariat stratégique entre nos deux nations est soutenu par une volonté politique continue et qui a permis, au niveau de mon département, la signature de plusieurs accords. Un programme de coopération dans le domaine du commerce avec l'Arabie saoudite, dans le domaine des normes et de la qualité également, on a signé un accord, et enfin dans le domaine du tourisme. Un partenariat gagnant-gagnant
nous permettra de tirer profit de nos avantages comparatifs en saisissant les opportunités d'affaires et d'investissement existants dans plusieurs domaines, notamment les commerces et le tourisme. À Arta, à l'approche de la randonnée pédestre dédiée à la promotion de la paix en Palestine, prévue pour ce vendredi, une délégation du secrétariat d'État chargé des sports a entrepris aujourd'hui une visite donc cruciale à Arta, lieu de la marche. La délégation dirigée par le directeur des sports, Abshir Ali Hassan, et le directeur des régions, Omar Hassan, comprenait également plusieurs autres responsables et cadres du secrétariat d'État chargé des sports. L'étape inaugurale de cette mission préparatoire a été marquée par une réunion stratégique à la préfecture où la délégation a eu l'opportunité de discuter en profondeur avec le préfet de la ville, Hassan Dablé, et le président du conseil régional, Elmi Bouh Goudade. Les échanges fructueux ont porté sur des aspects essentiels tels que l'itinéraire prévu pour la randonnée, mettant l'accent sur la sécurité, l'accessibilité et l'impact visuel. La délégation, donc, consciente de l'importance de la coopération locale, a exploré les synergies possibles avec les autorités d'Arta pour assurer la fluidité de l'événement. Les discussions ont également englobé les moyens logistiques nécessaires, soulignant la nécessité d'une coordination efficace pour garantir le confort des participants et la réussite globale de la randonnée. Et nous retrouvons l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Ibrahim, a effectué ce matin une visite à l'escale de la marine, accueilli par le commandant de la marine nationale, le colonel Ahmed Dahir Jama, et le commandant de la garde-côte, le colonel Wassam al-Barre. Une troupe d'honneur soigneusement constituée a été déployée pour accueillir le chef d'état-major général des armées lors de sa visite à l'escale de la marine. Après cette première séquence protocolaire, le chef d'état-major général des armées a pris part à une réunion stratégique. La présentation des enjeux maritimes et des défis actuels en mer Rouge a été assurée par le commandant de la marine nationale, offrant une analyse approfondie des événements récents et soulignant l'engagement de la République de Djibouti à garantir la sécurité du détroit de Bab el-Mandeb et des routes commerciales avoisinantes. Cette séance de travail a rassemblé un ensemble de responsables militaires, comprenant le chef d'état-major de la défense, tous les chefs des corps de la garnison de Djibouti, ainsi que le chef de la division logistique. Les discussions ont été empreintes d'une volonté commune de renforcer la capacité opérationnelle pour faire face aux défis maritimes émergents. Et à la suite donc de la réunion, un exercice d'envergure a été orchestré, mobilisant les ressources de la Marine nationale et de la garde-côte. Cette démonstration opérationnelle a mis en lumière la capacité de la République de Djibouti à garantir la sécurité de ses eaux territoriales et au-delà. Les manœuvres ont inclus des scénarios variés illustrant la réactivité, la coordination et l'efficacité des unités navales et côtières. Cette évaluation du dispositif a révélé des résultats hautement satisfaisants, soulignant la préparation constante de la Marine nationale et des gardes-côtes à faire face aux défis maritimes complexes. En démontrant la volonté et la capacité de Djibouti à assurer la sécurité maritime régionale, cette initiative renforce la position stratégique du pays en tant qu'acteur clé dans la préservation de la stabilité dans la région de la mer Rouge. La République de Djibouti réaffirme ainsi son engagement indéfectible envers la sécurité maritime et la coopération régionale.
dantaanahay ololyo dabbaanahay. Également dans l'actualité, dans le cadre de l'élaboration de la politique énergétique nationale, le ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles a organisé hier un atelier donc de validation des études de planification énergétique. Après le lancement le 20 juillet des travaux de réflexion sur la planification stratégique de l'énergie du pays par le ministre de l'Énergie, les ingénieurs du ministère, avec le soutien de l'expertise de l'Agence internationale, ont développé 3 études de planification énergétique, à savoir le bilan énergétique de 2019, l'analyse de la demande énergétique future et l'analyse de l'offre d'approvisionnement énergétique. L'objectif de cet atelier est de montrer quelles sont les informations énergétiques nécessaires pour définir une politique de l'énergie. Le but donc est aussi de soumettre aux différents acteurs institutionnels, établissements publics et entreprises privées du secteur de l'énergie et de la planification économique et statistique, et présidé par le secrétaire général du ministère de l'énergie, Mohamed Akil Ouass. Les débats et discussions qui ont eu lieu ont permis de montrer l'importance de ces travaux pour l'avenir énergétique du pays. Écoutez le secrétaire général du ministère de l'énergie. Nous apporterons nos commentaires et nos suggestions de par nos expériences des différentes, chacun vient d'horizons différents, chacun vient d'institutions publiques différentes. Donc nous avons souhaité que ce travail de rédaction des politiques énergétiques, je dis ça, on dit politique énergétique, mais c'est plus vaste que ça. C'est d'abord les différents rapports qui vont être les matières premières de la politique énergétique, qui sont déjà rédigés, notamment le bilan énergétique, les différentes prévisions qui ont été faites avec des logiciels sophistiqués, comme vous le voyez ici, le logiciel Message, entre autres, Maed, des logiciels de référence internationale, qui aujourd'hui, je me réjouis, qui est maîtrisé par nos ingénieurs. C'est l'autre volet de ce projet. Nous avons souhaité que cette stratégie soit écrite par les éléments du ministère de l'Énergie. Au jour d'aujourd'hui, et de par ces projets en partenariat avec l'Agence internationale des énergies atomiques, ces stratégies-là, la politique énergétique, les stratégies, les plans d'action quinquennaux qui vont découler, les différents projets qui sont déjà en pipeline, mais qui vont être une conséquence de ces différents plans d'action, tout cela va être rédigé par nos équipes. C'est également le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Redouane Abdoulaye Baden, se trouve depuis lundi à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pour prendre part à la 39e conférence mondiale des radiocommunications. La conférence mondiale de la radiocommunication est organisée tous les 3 ou 4 ans par l'Union internationale des télécommunications pour examiner et mettre à jour le règlement des radiocommunications, le traité international régissant l'utilisation du spectre et les orbites des satellites géostationnaires et non géostationnaires. Le règlement des radiocommunications veille à ce que l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques soit rationnelle, équitable, efficace et économique, tout en visant à prévenir les brouillages préjudiciables entre les différents services de radiocommunication. Et à noter donc que cette conférence mondiale, le ministre est à la tête d'une délégation composée du directeur général de l'autorité multisectorielle de Djibouti, Abdi El Mehachki, du directeur de développement d'éthique au ministère donc de la communication, Faisal Khairi Sheldon, de la conseillère juridique du directeur général Hawa Abdoulaye Hassan et du chef du département de la radiocommunication, Mohamed Hussein Ali. Sous la houlette du secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali Mohamed, du directeur général de l'ANPH, de Ali Saïd Mahamoud et du directeur général de l'INAP, Shalma Kedis, a eu lieu ce matin une cérémonie de remise de certificats pour les agents de l'ANPH.
Rappelant que cette cérémonie de fin de formation dispensée par l'INAP en faveur des agents de l'ANPH a duré 2 semaines. L'objectif de cette formation est avant tout de permettre aux personnes vivant avec un handicap de doter d'une connaissance capable de les inclure dans la sphère socio-professionnelle. Il s'agit pour les personnes vivant avec handicap d'un élan inclusif plus élaboré qui favorise l'insertion socio-professionnelle pour des personnes à besoins spéciaux. Et les officiels ont, dans leurs interventions, félicité les lauréats et les ont exhortés à plus de courage et de professionnalisme dans ce monde qui exige force et persévérance. Écoutons un extrait de l'intervention du secrétaire général du ministère du Travail. Le ministère du Travail a acté un texte pour faciliter l'inclusion des handicapés dans la vie active. Un texte qui met en place des quotas pour les handicapés. L'handicap ne fait pas obstacle à la formation, à l'accès au travail et à toutes sortes de prestations. Les autorités sont là pour veiller à l'inclusion des handicapés. Nous avons ensemble formulé un programme, le programme numéro 12, avec l'équipe de l'ANPH. Nous travaillons sur toutes les activités capables d'inclure les handicapés. Solidarité avec la Palestine, au Box se mobilise pour soutenir Gaza dans une manifestation vibrante de solidarité. L'ensemble des habitants de Hayou se sont rassemblés en présence du préfet de la ville pour répondre à l'appel de collecte de fonds en faveur de nos frères et sœurs palestiniens. Cet élan de générosité vise à répondre à l'appel de solidarité lancé par le chef de l'État en faveur des Palestiniens de Gaza. L'initiative nommée Une pièce jaune pour un jeune de Gaza symbolise l'espoir et la contribution tangible de la communauté pour aider les jeunes de Gaza. Ce geste solidaire invite tous les jeunes, les familles ainsi que l'ensemble des habitants de la ville à se joindre à cette noble cause et à participer à la collecte de fonds. Et le président palestinien Mahmoud Abbas a salué aujourd'hui l'accord de trêve humanitaire dans la bande de Gaza, appréciant les efforts qataris et égyptiens déployés pour y parvenir. Le secrétaire du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine a déclaré que le président Mahmoud Abbas salue l'accord de trêve humanitaire et les efforts déployés dans ce sens par le Qatar et l'Égypte. Après les déclarations du gouvernement israélien et du Hamas, les autorités du Qatar au centre des pourparlers de trêve ont confirmé un accord pour une pause humanitaire dans la bande de Gaza. Et voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur Télé Djibouti. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h. En attendant, portez-vous bien et bon après-midi à tous.